Nous sommes la deuxième semaine de novembre 1941 et naturellement, aussi bien dans les actualités France, zone occupée, que celles de Vichy ou les actualités soviétiques que nous verrons ensuite, c'est du front de l'Est qu'il est question. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui avec Jutta Scherer, allemande d'origine, française de cœur maintenant et de nationalité, spécialiste de ces problèmes, des rapports entre la culture russe, la culture allemande, et à qui on a envie de demander tout de suite comment est-ce possible pour une Allemande de votre génération de vous intéresser comme ça à l'Union soviétique. Mon père était à la front de l'Est, il n'est jamais rentré de la Russie, et mes premiers contacts avec des hommes substituts père étaient avec des officiers russes qui étaient dans notre appartement après 1945. Et c'est en effet que de ces officiers russes, j'ai entendu pour la première fois les poèmes de Heinrich Heine en allemand, et Heinrich Heine qui était interdit pendant le régime nazi. Et pour moi, c'était d'une part la tendresse qui m'y était donnée par ces Russes, qui ont pensé à leurs propres enfants, mais qui m'ont ouvert ma propre culture interdite jusqu'à ce moment-là. Donc une reconnaissance. Une profonde reconnaissance et une profonde... Aussi, en allemand, on dit Wiedergutmachung, donc un sentiment de réparer un peu ce que mon peuple a fait au peuple russe, en étudiant ce peuple, en étudiant leur culture, et en essayant d'établir des contacts meilleurs entre les Allemands et les Russes. Eh bien, on va voir maintenant les actualités de cette deuxième semaine de novembre. D'abord, la France occupée, donc des documents allemands, à une époque où Hitler croit que la partie est, pour ainsi dire, gagnée. Il le dit à Ciano, qu'on va voir, et vous aurez la gentillesse d'intervenir dès que vous le souhaitez. Peu après, les généraux turcs Ali Fouad Erdeni et Hüseyin Emir Erkilet, en civil, viennent rendre visite au Führer après le voyage d'études qu'ils ont effectué sur le front de l'Est. Les formations hongroises à l'attaque. Voici la centrale électrique et le barrage de Dniepropetrovsk que les troupes soviétiques firent sauter avant de se replier. Au centre du front, dans les régions de Kalouga et de Glukov, les divisions allemandes progressent vers Kalouga, centre du système défensif de la capitale soviétique. Le matériel est soumis à de rudes épreuves. Par suite des pluies incessantes d'automne et des premières chutes de neige, les routes sont devenues de véritables marécages. Malgré ces difficultés, les services de l'intendance remplissent avec régularité leur mission. La vie renaît derrière la ligne de feu et à mi-route entre Briansk et Kharkov, dans la cathédrale de Glukov, restaurée provisoirement, on célèbre le premier service religieux, le premier depuis 1917.
les Allemands ont pénétré la Biélorussie et l'Ukraine, ils ont rouvert les églises. Et pas du tout parce qu'ils ont été des sympathisants de l'Église, on a vu leur propre politique vis-à-vis de l'Église en Allemagne, mais ils ont compté sur le nationalisme et le séparatisme des Ukrainiens, biélorussiens. Et d'ailleurs, la réponse de Staline, qui est venue très tard, seulement en 1943, que lui-même a fait appel, il a institutionnalisé de nouveau le patriarcat de Moscou et il a fait appel à la croyance religieuse russe comme un facteur qui unit le peuple. Devant Moscou, une des positions fortifiées extérieures qui s'étend sur une profondeur de 14 km. Après les fortifications, voici la ligne brisée des pièges à chars. Puis un cours d'eau entouré de barbelés. Un nouveau ravin. Triple défense anti-tank. Et enfin, les fortins bétonnés, encadrés de puissantes batteries de campagne. Les chars d'assaut ont réussi à percer cette formidable ligne de défense en des combats acharnés qui durèrent 3 jours et 3 nuits. Nous voici devant Borodino, à bord même de l'un des monstres d'acier. En face de nous, les positions ennemies, où les soviets ont concentré de nouvelles réserves équipées d'armes excellentes. Les chars ouvrent le feu. Coopérant efficacement à la bataille, les escadrilles de l'armée de l'air attaquent en rase-motte. La nuit est venue. Les camouflages soviétiques en bois et en paille prennent feu. La première ligne extérieure est percée. Sur le secteur méridional du front, les troupes allemandes ont réussi à forcer le passage du bassin métallurgique du Donetsk. Et plus au nord maintenant, précédés par l'aviation, poursuivent leur progression au-delà de Kharkov. Paris. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Scapini, lance un émouvant message aux enfants des prisonniers pour lesquels un grand hebdomadaire parisien organise régulièrement des spectacles. Mes enfants, vous commencez l'existence sous des auspices tristes, mais vous l'aborderez avec courage. Vos papas, vos frères sont dans des camps de prisonniers. Ils pensent à vous. Donnez-leur la satisfaction lorsqu'ils rentreront. Et je souhaite que ce soit bientôt. D'avoir en face d'eux des frères ou des enfants qui auront supporté courageusement la séparation et qui se seront préparés à être dans la vie ceux qui présideront à la Renaissance française. Merci mes petits-enfants. Camp de jeunesse au-delà des Pyrénées. Des enfants de la phalange espagnole viennent passer de joyeuses vacances sur une plage de la côte de Santi Setri dans la province de Cadix.
Paris, le chef de la Croix-Rouge allemande, le duc de Saxe-Cobourg-Gotha, général d'infanterie, vient s'incliner devant la tombe de l'inconnu. La Croix-Rouge ne connaît ni les haines ni les frontières. Ses multiples attributions nécessitent une organisation méthodique et un dévouement passionné. Dans tous les pays, des âmes d'élite se consacrent à cette grande œuvre de bonté et de solidarité. Aujourd'hui, les services de la Croix-Rouge allemande en France reçoivent la visite du duc de Saxe-Cobourg-Gotha. À l'occasion de la semaine du livre allemand, de nombreux poètes et écrivains représentant 14 nations se sont réunis à Weimar. Ainsi se crée un courant d'échange culturel dans le cadre de la Nouvelle Europe. À la tête de la délégation française, citons messieurs Abel Bonnard, Robert Brasillac, Ramon Fernandez, Jacques Chardonne et Drieux-La Rochelle. Le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, vient inaugurer l'exposition annuelle du livre allemand, une des plus importantes manifestations bibliophiliques d'Europe. C'est très significant pour comprendre la politique culturelle du Troisième Reich. Tous les secteurs de la culture étaient soumis au ministère de la propagande, c'est-à-dire à Joseph Goebbels. Et c'est lui qui a pris en charge des décisions sur la culture, les arts plastiques, la presse, le film, etc. Et lui, dans un premier discours, tout de suite après les élections de Hitler en 1933, a mis sur le même plan culture. La culture, c'est la propagande du nationalisme, du national-socialisme, des idées national-socialistes. Donc, un lien presque plus étroit que jamais les Russes l'avaient formulé à cette époque-là, identité entre culture et propagande. Oui, les Russes avaient plutôt été identité entre culture et éducation. C'est ça. Devant 17 000 spectateurs, Hassan Diouf, champion de France des poids moyens, met son titre en jeu contre Jean Despo. Contrairement à son habitude, Diouf ne boxe pas à distance. Il accepte le combat de près, le corps à corps. Despo, très combatif, prend l'initiative et impose petit à petit son jeu. Despo touche durement le champion et, plus athlétique, encaisse bien les coups. Dans les derniers rounds, le boxeur noir accuse la fatigue. Le travail de démolisseur de son adversaire fait son œuvre. Ayant su imposer la tactique lui convenant le mieux, Despo, sans contestation possible, gagne et devient champion de France. Après le sport, la parodie du sport. Aux États-Unis, le catch a cédé la place à la lutte palestre qui fait fureur aujourd'hui. Tous les coups sont permis, même les gifles. Et quelles gifles! On se demande de quelle utilité peut bien être l'arbitre dans une telle rencontre. Les cyclo-laitiers, une vaste organisation créée par les jeunes du Périgord sous le signe de l'entraide. Et déjà on songe à étendre ce système Transport 41 à d'autres provinces, car partout les ruraux réclament le précieux concours des jeunes garçons de France. Le but de cette organisation,
Permettre d'abord aux paysans le transport de leurs produits alors que les moyens de locomotion font péniblement défaut. Puis ravitailler en lait le marché en servant d'abord les malades et les vieillards et surtout les enfants. Dans le gouvernement général, son Excellence, M. de Brinon, rend visite à la Légion française contre le bolchevisme. L'ambassadeur passe en revue ces hommes qui, ainsi que l'a déclaré dernièrement le maréchal, rendent à notre pays confiance dans sa propre vertu. Et le chef de l'État terminait son message en ajoutant « En participant à cette croisade, c'est votre pays que vous protégez en servant également l'espoir d'une Europe réconciliée. » Là, on a la pointe avancée de la collaboration. D'abord les volontaires, qu'on vient de voir à la fin, et puis un petit peu auparavant, les intellectuels nazifiants. Alors on en a vu 3 ou 4. À l'époque, c'est Abel Bonnard qui va jouer un rôle politique important, puisque il va même entrer dans le gouvernement de Pétain ultérieurement, en 1942, comme ministre de l'Éducation. En fait, ces hommes ne sont pas pétainistes du tout. Ils jugent que... Abel Bonnard dit de Pétain que c'est un brochet qui nage dans de l'eau bénite. Ils ne sont pas du tout de l'esprit révolution nationale, travail, famille, patrie. Ils sont vraiment fascistes et ils voudraient intégrer la nation française dans un monde fasciste. Ils disent tous à peu près la même chose. Un nouveau monde se construit, il faut en être. Et ils sont naturellement antisémites, antiparlementaristes, bien entendu, mais ils vont beaucoup plus loin que le vichisme. Néanmoins, Vichy bénit ces soldats peu nombreux, comme on a vu, qui se sont portés volontaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment cette culture française d'origine et allemande d'origine vont se croiser. Comment les Allemands ont vu ça? Je sais seulement que certains ouvrages français étaient traduits en allemand, mais en général, la culture allemande ou la culture fasciste se voulait en partie se référer à l'héritage classique. Classique grec arien, comme ils ont dit, classique de Goethe, il y avait même un prix Goethe, classique Kleist, Schiller, Lessing, plus les idées völkisch du peuple allemand. Et Hitler, qui s'est considéré en général comme un théoricien et en particulier comme un artiste grâce à ses études, a, dès son premier discours après 1933, les élections, se prononcer pour le Blut und Boden, c'est-à-dire pour la théorie de sang et de la terre, en disant c'est seulement l'artiste qui peut sentir qu'est-ce que c'est l'identité propre. Oui, le sang et la terre. Et dans le même discours, il a dit aussi, c'est pour cela le juif ne peut pas être un artiste parce qu'il n'a pas de la terre. Donc, expulsion de tout ce qui était juif ou, Hitler l'a dit aussi, gauchiste allemand ou représenter les valeurs de la révolution de novembre 18. Ou de la Révolution française. Bien sûr. Alors il y a encore autre chose qui est frappant, c'est que ces intellectuels français, on a cité Chardon, Fernandez, etc., qui sont attirés par le nazisme et l'Europe nouvelle, même s'ils ne le sont pas tous nazis, au fond, Hitler les méprise 2 fois. D'abord comme français, et ensuite comme intellectuels, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rejet de ceux qui se portent vers son système. C'est quand même assez extraordinaire. On va voir la même chose en politique étrangère, où le plus nazi des ministres français, Benoît Méchain, est constamment déçu par l'attitude d'Hitler vis-à-vis de la France, sur un autre registre.
Il y a donc cette sorte d'attraction, d'amour déçu et trahi, je pense que ces écrivains incarnent. Et pour l'un d'entre eux, ça se traduira en 1944 par le suicide, en 1945 par le suicide, encore que c'est aussi le suicide qui accompagne la déroute des armées allemandes, donc c'est un suicide ambigu. Mais on a un phénomène un peu parallèle en Allemagne. Certains écrivains qui donnent d'abord la main à Hitler parce qu'ils ont, sous l'influence de Alfred Rosenberg, qui était le responsable vraiment de la germanisation ou du völkisch dans le parti, sont au début d'accord, et ensuite ils ressentent, ils peuvent plus suivre Hitler, et toute une série se sont donné la mort ou étaient accusés après 1945. Ce qui est important à remarquer, pour répondre un peu à ta question, le mépris incroyable de Hitler et tout le système du Troisième Reich vis-à-vis des intellectuels. C'était même un mauvais mot. On a choisi un mot allemand, Kulturschaffende, ceux qui créent la culture. Ça, c'était acceptable, mais les intellectuels étaient des Vaterlandslosen Gesellen, c'est-à-dire des copains ou des gens qui traînent sans avoir une patrie. C'était vraiment un mépris absolu. On va voir maintenant les actualités de Vichy, qui, pour la première fois, évoquent le front de l'Est. On est en novembre, la guerre dure depuis 6 mois, et ils n'ont jamais montré encore la guerre. Le souci du régime de Vichy d'être une sorte de cocon et de persuader les Français que nous ne sommes plus dans la guerre est tel qu'on n'a pas parlé de la guerre à l'Est. Il y a eu quelques allusions, mais on ne l'a jamais vu. Et c'est la première fois, d'où un sujet un peu rétrospectif. La ligne frontière germano-russe de 1914. Le front au moment de l'armistice en 1917, après 3 années de combat. Voici maintenant la frontière de 1940 et la ligne de front à la date du 1er octobre 1941. Nous sommes devant Kiev, où vient de se dérouler la plus grande bataille d'encerclement de l'histoire. C'est en Pologne, puis à l'ouest, que l'on vit se dessiner pour la première fois cette tactique du haut commandement allemand, encerclement, puis anéantissement. À l'est, cette méthode fut appliquée avec succès, notamment à Bialystok et Minsk, puis à Gomel. Mais jamais la bataille n'atteignit une telle envergure. Avançant des deux côtés à la fois, les armées du Reich ont réussi à encercler et à annihiler 4 armées soviétiques sur une étendue équivalente au triangle dessiné par les villes de Paris, Berne, Cologne. Voici quelques images de cette gigantesque bataille. Près d'1 million d'hommes, complètement entourés, se défendent ici avec l'énergie du désespoir. Bientôt, la voie de chemin de fer Kiev-Moscou est atteinte. Implacablement, les deux ailes des armées allemandes marchent l'une vers l'autre, encerclant un territoire de plus de 80 000 km². Comme les deux pinces d'une tenaille, les deux ailes opèrent leur jonction. Après l'encerclement, l'anéantissement. Des pluies torrentielles ont transformé les routes en marécages. Malgré les difficultés du terrain, l'avance vers le centre du triangle se poursuit. Vainement, les armées soviétiques essaient de briser l'étau qui s'est refermé sur elles. Les batteries allemandes tirent sans trêve.
Les troupes soviétiques reculent. Le passage est libre. Les escadrilles rouges tentent de se porter au secours des armées encerclées. Le général Hunziger, ministre secrétaire d'État à la guerre, fait avec les membres de son cabinet une grande tournée d'inspection à travers les postes de l'Afrique. À Oran, le général Weygand, délégué général du gouvernement pour l'Afrique française, a accueilli à son arrivée le ministre qui devait ensuite assister dans les rues d'Oran à un défilé des forces de la région. Oui, il faut bien regarder ces images parce que c'est la dernière fois qu'on voit Hunziger, qui va mourir bientôt dans un accident d'avion, et surtout qu'on voit Weygand, qui va se faire virer, que Pétain renvoie quelques jours après, parce qu'il s'oppose à la politique de collaboration de Darlan, qui veut faire passer, aider les Allemands à passer du matériel en Tunisie, etc. Et Weygand vient pour justifier sa politique de l'armistice, rien que l'armistice, pas de collaboration militaire, et il pressent qu'on va le renvoyer, et en entrant chez Pétain, il dit « il n'osera pas ». Et il a osé. Pétain l'a renvoyé, et d'une certaine façon, c'est un fait très important, parce qu'à partir de ce moment-là, tous les militaires qui croyaient au double jeu de Pétain, qui avaient confiance en lui, jugeaient que c'était Weygand qui incarnait la politique d'une semi-résistance aux Allemands, qui préparerait la participation de la guerre, peut-être demain ou après-demain, avec les Anglais ou les Américains. Le renvoi de Weygand les déçoit pour toujours, et c'est à partir de maintenant que l'armée va basculer contre Vichy. Dans le port, le général allait ensuite visiter le Dunkerque, aujourd'hui remis à flot. Avant de quitter Oran, le général a voulu apporter son salut aux marins victimes de l'attentat de Mers el-Kébir. Pieux hommage auquel s'alliait l'hommage de toute l'armée, reconnaissante à ceux qui défendirent l'honneur. Toute la France, au même jour, rendait hommage à ses morts. Toute la France, à cette heure, communie dans cette pensée que la famille, que la patrie se compose de plus de morts que de vivants. La Toussaint, journée des chrysanthèmes, jour du souvenir. À Marseille, le préfet régional, M. Viguier, accompagné des autorités de la ville et suivi de la masse profonde des légionnaires, est allé s'incliner devant les monuments élevés à la mémoire des morts tombés pour le pays. Ce devait être ensuite, toute la journée, le défilé continu des Marseillais de toute classe qui apportaient leur hommage aux héros morts. Petits bouquets pieusement déposés par des mains anonymes et qui sont les témoignages émouvants d'une ferveur qui ne tarit pas. Plus tard, le chasseur Le Chamois sortait du Vieux-Port pour aller au large du monument au Poilu d'Orient, jeter sa cargaison de fleurs dans les flots témoins de tant d'agonie, au souvenir des marins perdus en mer.
Toussaint, fête du souvenir. C'est dans cette grise ambiance de Toussaint qu'à Toulon, le célèbre chanteur Félix Mayol est mort. En 30 ans, Mayol lança plus de 300 chansons dont la plupart furent des succès qui firent époque. Il disparaît à 70 ans après avoir apporté à la chanson française le style inimitable qui était le sien. Ces chansons ont fait la joie de 2 générations. Et encore aujourd'hui, bien des gens fredonnent cousines ou les mains de femmes avec un sourire ému. De vieux camarades de la scène, Georgel en tête, étaient venus apporter un dernier hommage à celui qui fut, en dépit de la pauvreté du style et de la sottise des paroles, bien souvent, un grand artiste de la chanson. Ainsi, Mayol dormira son dernier sommeil dans ce Toulon qu'il a tant aimé, bercé par le murmure affectueux et reconnaissant de ceux qui l'aida à vivre. Car Mayol fut également un philanthrope. Au Clos Mayol, sa propriété, il avait fait construire le long des rues qui rappelaient sa vie des chalets baptisés du nom des chansons qu'il anima. Il avait doté Toulon d'un stade. Il fut un artiste et un homme de bien. À Rabat, la fin du Ramadan a ramené la fête de l'Aïd Séguir. Le sultan, à cette occasion, sort à cheval de son palais pour aller recevoir le témoignage de la fidélité des notables de son empire. Ceux-ci, administrateurs de cités, chefs de tribus, lui jurent en leur nom et au nom de leur peuple, affection et attachement. Entouré des 2 jeunes fils du sultan, le général Hunziger assistait à cette manifestation que couronnait une suite de fantasias. À Vichy, M. Belin, secrétaire d'État au Travail, a bien voulu exposer à France Actualité les principes de la Charte du travail récemment promulguée. La Charte du travail va entrer en vigueur. Elle était attendue avec impatience par tous ceux qui ont mesuré les conséquences des luttes sociales de ces dernières années. Cette loi veut être une rénovation, un rajeunissement. Elle doit donner à notre malheureux pays la paix sociale indispensable à sa résurrection. L'immense travail qu'appelle le relèvement de nos ruines ne pourra être accompli que dans la réconciliation de tous les travailleurs, qu'ils soient ouvriers, techniciens, patrons. Mais la paix sociale exige impérieusement la justice sociale. C'est pourquoi la Charte du travail est elle-même un effort vers cette justice sociale. Si elle fait connaître à chacun son devoir, elle fixe en même temps des droits précis. Il nous faut réussir dans l'œuvre de rénovation sociale que nous allons entreprendre. Au bout du compte, c'est le salut du pays qui est en jeu. Et dans le salut du pays, il y a le salut de chacun de nous. Profitant des dernières belles journées de soleil, les pêcheurs sous-marins de la côte se préoccupent de corser le ravitaillement familial. L'armement comporte une sorte de fusil Sarbacane, dont la détente, actionnant un élastique, assure la propulsion d'un harpon. Il comporte également un masque complété d'un tube qui permet aux nageurs de respirer sous l'eau en guettant la proie possible. France Actualité présente ici le premier reportage réalisé sur et sous l'eau sur cette nouvelle méthode de pêche qui unit les attraits de la chasse aux pures joies de la natation. Vision du fond où parmi les roches, les algues bougent lentement au rythme des courants, ou dans des paysages de rêve aux couleurs étranges, se meut une faune diverse, imprévue et comestible.
Touché. Mais il est aussi des proies plus coriaces. Tous les coups ne sont pas de beaux coups. Mais un demi-échec vaut mieux qu'une rencontre désagréable. Et vraiment, il y a au fond de l'eau de ces individus qui marquent mal. Ainsi, une nouvelle forme de chasse née voici quelques années a pris cet été un développement considérable. Il lui faudra ses permis et ses écriteaux chasse gardée. Et nous verrons peut-être bientôt cet hallucinant spectacle, l'apparition, dans le meilleur style, du garde-chasse sous-marine. Oui, il n'y a pas besoin de commentaires pour flétrir le caractère odieux de la façon dont ont été présentés les Russes, les Juifs, les bolcheviks. Les Tatars, les Mongols. Oui. Et on va voir leur visage maintenant grâce aux actualités russes et bien sûr c'est autre chose. Москва, столица Союза Советских Социалистических Республик, объявлена на осадном положении. Москва перестала быть мирным городом. Сегодня Москва — фронт. На подступах к Москве идут жестокие кровопролитные бои. Улицы столицы могут стать местом жарких боев, штыковых атак, рукопашных схваток с врагом. Руками москвичей родной город превращается в неприступную крепость. Те, в ком бьется сердце патриота, работают на строительстве укреплений и баррикад. Все для фронта, все для защиты родной Москвы. Так
встречают в эти суровые дни пролетарии столицы традиционный праздник советского народа, 24-ю годовщину октября. Круглые сутки работают на оборону фабрики и заводы. Все для фронта, все для защиты родной Москвы. Ежедневно Москва формирует батальоны вооруженного народа. Ce sont les scènes les plus émouvantes pour moi de ces informations soviétiques, dans la mesure où il s'agissait ici de opolcheni, c'est-à-dire des volontaires moscovites. C'était en grande partie des intellectuels, des professeurs d'université, des étudiants. On voit ça par leur visage, par les lunettes, aussi par la maladroitesse. Ils portent des fusils ou peuvent s'habiller. Et ils ont reçu une petite instruction d'une semaine et étaient envoyés au encerclement de Moscou et ils ont presque tous été tués. Personne n'est revenu d'eux parce que les ouvriers étaient soit dans l'industrie de l'armement ou dans la véritable armée qui en ce moment n'était pas encore à Moscou. Ежедневно на дальние подступы отправляются новые отряды защитников столицы. Как бы велика и трудна ни была борьба за Москву, Москвы мы не отдадим. Враг не пройдет. Подступы к Москве станут могилой врага.
Москва готова к решающим боям. Commençait Yuta Scherer, il y a eu toute une discussion entre Zhukov, Staline, faut-il défendre Moscou ou faut-il évacuer la ville? On savait qu'Hitler raserait tout. Et ça a été une discussion qui s'est traduite par une décision de Staline, on défendra Moscou, et comme on sait, il y est resté, alors que le gouvernement va être évacué plus en arrière. Le gouvernement a été évacué à Kuibychev, qui porte de nouveau le nom de Samara aujourd'hui. Mais c'est pour cela les dernières lignes de Staline sont particulièrement importantes. Staline est resté à Moscou. Et il y avait un moment où la population de Moscou était extrêmement inquiète en se disant Staline abandonne absolument tout. On avait organisé déjà la résistance. Je connais le père de ma meilleure amie soviétique qui était dans cette responsable de cette résistance pour le cas où les Allemands entrent à Moscou. Et ce qui est le plus tragique et le plus malheureusement typique de l'histoire stalinienne, que tous ceux qui étaient au courant qu'on va organiser une résistance, c'est-à-dire intellectuellement, émotionnellement, on se prépare à l'occupation allemande, étaient après 1945 déportés au Goulag. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas le savoir. Il ne fallait pas le savoir. Merci Yuta Scherer pour ce témoignage très intéressant, nouveau, et pour cette analyse des problèmes de la culture et des rapports germano-soviétiques.